bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Retour en Zone. J'espère que mes collègues, en tout cas mes deux collègues qui sont en face de moi sont prêts. Ouais. Et puis, notre dernier collègue qu'on retrouve à la cave, ici au Café du Port. Julien, est-ce que tu nous reçois, Julien? Très bien, oui. On t'entend pas bien, Julien? Oui. Ah ouais, ça résonne à la cave. Mais bonsoir, Julien, heureux de te retrouver aussi, j'espère que tu te portes bien. Puis, au programme ce soir, de quoi on va parler ce soir? L'actu du basket suisse. Qu'est-ce que sera l'actu du basket suisse? C'est la saga du Vevey Riviera Basket qui n'est pas encore terminée. On va également parler transfert durant cette actu. Ensuite, on va se regarder un petit peu de Supercoupe féminine et masculine. On passera à la rubrique d'Eric, pas l'inspecteur d'Eric, la rubrique d'Eric qui reviendra sur quelques scènes des matchs du week-end. Et nous finirons par la présentation de la première journée de Swiss Basketball League. Bon, allez, on se lance. On va parler actu. Qui dit actu? Vevey Riviera Basket. Le Vevey Riviera Basket dans le feuilleton des Feux du Désamour, épisode 347, où on est le Vevey Riviera Basket. Suite à son assemblée générale de mardi passé, un comité a été mis en place. Des chiffres ont été donnés, mais aucun budget n'a pu être voté car le club n'avait apparemment pas prévu d'être incorporé au championnat de Première Ligue nationale. On peut s'en étonner quand même un petit peu, étant donné ce qui leur pendait au nez. Mais dans quelle ligue jouera donc le VRB la saison prochaine? Enfin, la semaine prochaine. Il y a bien une équipe U23 inscrite au championnat de Première Ligue, mais à l'odeur des dernières nouvelles, les Veveyens pourraient être repêchés et reversés au National League B. Compliqué? Mais non, 3 fois rien. Et vu qu'aucune communication d'un côté comme de l'autre ne filtre, si ce n'est par des courriers qui se croisent à la vue de tout un chacun, nous sommes tout comme vous dans l'expectative. Donc nous attendons jour après jour, puis rien ne vient. Marco ou Julien, auriez-vous du neuf à nous mettre sous la dent? Alors, Julien, si tu nous entends de là où tu es, réponds-nous. Alors, ce qu'on a entendu, premièrement, déjà, les joueurs étrangers ne sont plus sous contrat. Donc, il reste actuellement que les joueurs suisses. Et aux dernières nouvelles, Thomas Jurkovic partirait sur Genève. Après, il y a plein de bruit sur d'autres joueurs, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est, mis à part le fait qu'on entende certains bruits. Alors, juste pour revenir sur le cas Thomas Jurkovic, ça se passe pas si facilement que ça, parce qu'il y a une guéguerre veveysanne genevoise, parce qu'apparemment les choses n'ont pas été faites, selon les dires de Vevey, n'ont pas été faites dans le bon sens. Ça veut dire qu'en gros, soit il allait s'entraîner, soit des discussions étaient déjà bien avancées avec Thomas Jurkovic avant qu'une décision finale pour le VRB soit actée. Donc en ce moment, je crois qu'il y a quand même encore une histoire, un peu de petite guéguerre d'aide de sortie. Alors effectivement, de toute façon, Thomas Jurkovic en LNB, ça serait du gros gâchis. Je veux dire, il n'a pas sa place dans une Ligue B, il a clairement sa place en Liga. Ouais, mais à Genève. Après, on va pas revenir sur ce que j'ai dit la semaine passée. Je le crois toujours. Je pense sincèrement que c'était clairement pas l'endroit où il devait signer. Mais voilà, après, en tout cas, avoir sa place en Liga, ça c'est sûr, il perdrait son temps en Ligue B. Après, donc toi tu parles du cas Thomas Jurkovic. Après, on se pose la question sur l'effectif qu'aura Vevey, soit en Première Ligue, soit en Ligue B, on ne sait pas. En tout cas, on sait que des joueurs suisses qui étaient sous contrat avec Vevey, il y avait Fonieda aussi. Fonieda, il y a eu Montec qui s'est positionné sur lui. Après renseignement, ça s'est pas fait parce que Patrick Pembele s'est renseigné à gauche et à droite sur le vrai niveau qu'avait Fonieda. Et il paraît qu'en ce moment, on n'est pas sur de la Liga. On est sur un joueur qui a un physique qui pourrait être potentiellement intéressant sur des prochaines années s'il a un peu de formation, mais actuellement, ça ne tiendrait pas la route en Liga. Donc, Monte a abandonné l'idée de signer Fonieda. Donc, selon les nouvelles, Fonieda a 90% Veveysan l'année prochaine, donc jouerait en Ligue B. De toute façon, Vevey va regarder tous les joueurs suisses qui avaient été signés. Et après, le cas Lausanne,
après discussion avec son agent, c'est de loin pas fait qu'il reste à Vevey. Hein. Je veux dire, je pense que si il y a un club Liga demain qui se propose, Clayton Lessan partirait en Liga. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas un club dessus? Alors, on a entendu des bruits Lugano. C'était vraiment des bruits. Après, est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est pas fondé? Après, à Lugano, il serait pas incohérent de l'avoir, parce que c'est vrai que sur les postes 1-2, surtout derrière Derek, comment il s'appelle, Derek Jackson, il n'y a pas grand chose au niveau de la rotation, donc pourquoi pas un Clayton Lessan? Après, ça reste vraiment des bruits de loin. Voilà. En tout cas, lui, c'est nettement moins sûr qu'il sera Veuvezan par rapport à Fonieda. Mais il s'entraîne quand même actuellement aux Galeries du Rivage, donc pour l'instant, il reste Veuvezan. Et il y a le cas, si on finit sur on clôt l'effectif Veuvezan, il y a le cas Jonathan Dubas. Jonathan Dubas, de ce qu'on a entendu, apparemment serait la pièce maîtresse de la Ligue B Veuvezane, donc resterait dans le championnat Ligue B. La seule chose qui ferait qu'il partirait, ça serait qu'il ait une proposition à l'étranger. Mais d'après ce qu'on entend, il resterait en Ligue B l'année prochaine à Vevey. Bon, plutôt une bonne nouvelle pour les Veuvezans. Une bonne nouvelle, les supporters. C'est clair qu'avoir Jonathan Dubas en Ligue B, à moins qu'il reste en bonne santé, c'est clair que c'est pas mal. C'est pourquoi tu dis ça? C'est pourquoi? Non. Ah. De quoi toi? Parce qu'il est actuellement blessé, c'est pour ça que tu dis ça? Non. Ah. C'est quelqu'un qui est assez fragile ces dernières saisons au niveau des blessures. Hein. Alors, on sait qu'il a des genoux compliqués depuis. Il s'était blessé 2 fois sous l'air montait assez gravement avec ses genoux. On sait qu'il a un jeu qui est très à risque pour un grand. Donc, il est quand même. Et puis, il commence à être âgé, hein, Jonathan, hein, mine de rien. Il a quand même. Il a plus 20 ans. Donc. Il n'a pas non plus 40 ans, mais je veux dire, quand tu as quand même 2 blessures au genou comme ça, c'est quand même délicat. Après, j'espère qu'il a assez de talent pour dominer une Ligue B, même sur un genou, je pense. Donc, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Maintenant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est avec Ligue B, oui, mais avec quoi? Avec qui? Avec quoi? Ouais. Parce que on entend que c'est clair que s'ils sont en Ligue B, ils vont pas se cacher que ils vont vouloir monter tout de suite. Mais en Ligue B, il y a quand même des équipes cohérentes. Donc sportivement, je suis pas sûr qu'ils vont monter si facilement que ça. Donc il faudra quand même faire une équipe à côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si Julien nous entend depuis la cave. Qu'est-ce qu'il en pense, Julien? Actuellement, de toute façon, je pense que du moment où les 4 étrangers s'en vont, il y a peut-être 1 ou 2 départs suisses. Il faudra quand même 1 ou 2 joueurs suisses en plus pour compléter l'effectif. Parce que l'effectif a l'air quand même assez mince au niveau du nombre de joueurs. Donc aujourd'hui, quand on voit la date à laquelle on est, puis qu'on commence le championnat, je me demande un petit peu comment ils vont faire pour avoir ces joueurs suisses en plus, et à quelle date commencera le championnat pour eux, parce que le championnat commence d'ici 4-5 jours, quelque chose comme ça. Oui. Donc comment est-ce qu'ils vont faire les calendriers, qui va jouer, puis je pense que vu qu'il n'y a aucune licence qui a été donnée actuellement, il n'y a aucun joueur licencié non plus. Donc ça va être compliqué. Comment est-ce qu'ils vont faire pour avoir des joueurs, je sais pas. Moi, tout ce que je vois possible actuellement, c'est de faire comme ils peuvent, et puis d'essayer d'aller dénicher des joueurs lors des périodes de transfert. Mais est-ce que ça serait pas possible, alors je sais pas, là je me pose la question, mais ça serait pas possible d'annuler cette participation de deuxième équipe en première, cette deuxième équipe qui est censée jouer en première ligue. Elle joue en Ligue B. Et puis remettre ces joueurs-là en Ligue B. Malheureusement, ceux qui n'auront pas forcément le niveau de la Ligue B, je sais pas, soit les mettre dans la réserve. Il y a une équipe à Blonay en première ligue. On va les mettre en première ligue à Blonay. On sait que Nathan Zana est directeur technique. Dans ce cas-là, tu déranges Blonay. aussi la première ligue.
déjà que tu déranges la Ligue B potentiellement parce que tu rajoutes une équipe, tu dérangeras en plus la première ligue. Ouais, bah, quitte à déranger, tu dérangé. On sent bien dérangé. Ouais, mais après on se demande, est-ce qu'il faut quand même 24 joueurs qui peuvent être entre la Ligue B et la Première Ligue. Bon, on a connu déjà. Oui, mais c'est vrai, oui, mais là, voilà, là ça reste des joueurs suisses à trouver. Est-ce que tu as le potentiel parce qu'en Non, surtout ce qu'il y a, c'est qu'il y a certains de ces joueurs qui sont censés jouer sur les deux équipes. Oui, et puis il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a aussi une Première Ligue à Blenay. Donc ça fait 36 joueurs entre la Première Ligue de Blenay, la Première Ligue de Vevey et la Ligue B de Vevey. Donc si tu me trouves 36 joueurs qui sont capables de jouer en Ligue nationale dans la région sur la Riviera, bah je les connais pas. Hein. Ils sont cachés, ils vont arriver, ils vont sortir. Bon, on a un petit peu fait le tour du Vevey Riviera Basket, la question Vevey Riviera Basket ce soir. On espère en savoir plus ces prochains jours. Du coup, on va parler transfert. Marco ? Ouais, alors le gros transfert de la fin de la semaine passée, c'est un ancien Veveyson qui n'a jamais porté le maillot de Vevey, mais c'est Merkel Humphrey qui a signé pour 2 ans à Neuchâtel. Le signer 2 ans, c'est déjà un signe. Parce que ça veut dire que du côté de Neuchâtel, on veut travailler sur la continuité. Et cette signature, elle est super intéressante parce que quand on a fait la présentation de Neuchâtel, on avait dit qu'il y avait ce manque que Williams allait laisser derrière lui. Williams qui était un meneur d'hommes mais qui était vraiment le lion entre, dans le club, qui était capitaine. Et là, ils arrivent à trouver en Merkel Humphrey un joueur qui va être capable d'apporter ce leadership, d'apporter en quelque sorte un capitanat et une voix dans le vestiaire. Un gars qui connaît extrêmement bien le championnat suisse, donc il n'a pas besoin du tout de s'adapter, contrairement à un joueur qu'on irait prendre à gauche, à droite ou en université. Franchement, grosse signature Neuchâtel qui montre encore que qui réfléchissent. Et puis franchement, si on avait encore un petit doute sur le fait que Williams partait, là le recrutement d'Humphrey, c'est un vrai contender. Hein. C'est vraiment Neuchâtel, ça va être très solide à mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, de ce qui se passe au départ. Quand on avait discuté un petit peu de qui on voyait sur le haut de tableau, ce qui ressortait un petit peu de Neuchâtel, c'était peut-être un manque d'expérience. C'est clair qu'avec Humphrey, l'expérience sera là. Après, il jouera sur les postes plutôt 3-4, alors que Williams était plutôt sur les postes 2-3. En même temps, je pense que c'est pas mal parce que ça libérera des minutes et de l'espace pour les jeunes joueurs, parce que Neuchâtel a beaucoup de joueurs qui jouent sur ces postes-là. Donc je pense que c'est une bonne chose s'ils veulent donner un peu plus à ces joueurs-là. Et puis en même temps, Humphrey, c'est le genre de joueur qui peut que s'adapter bien dans tout ce style d'équipe. Et sur un poste 4, 3-4, alors c'est pas le joueur le plus rapide, le plus athlétique qui est, mais sur un poste 4, je pense que ça va bien dans le sens du jeu que Neuchâtel a, où ça court beaucoup et puis c'est assez physique. Juste pour info, hein, cette semaine, la fin de la semaine passée, ils ont joué contre Boncourt, qui sera le premier match aussi de Neuchâtel en championnat. Et ils ont gagné de 1 point à Boncourt. Hein, à Boncourt, ça reste un match d'entraînement. J'ai dit entraînement, j'ai pas dit amical. Je tiens à préciser. Mais voilà, un Merkel Humphrey déjà à 17 points sur ce match-là, de nouveau à prendre avec des pincettes parce que tu joues pas la même chose, que ça va pas se jouer la même chose que dans une semaine, mais tu vois quand même le gars qui est déjà physiquement là, qui est déjà entraîné, puis qui est, quelqu'un de sérieux. Qui est déjà prêt à en découdre la semaine prochaine. Autre info transfert, Marco, ou tu as fait le tour? Non, encore une signature à Massagno. Ben Richardson, un Américain qui joue en poste 2, shooter qui a évolué en République tchèque l'année passée, 1m90 pour 84 kg. Est-ce que Julien, tu veux en parler? Oui, quand on dit gros shooter, on peut même dire très gros shooter. C'est un joueur qui, sur ses 2 saisons professionnelles en Pologne et en Tchécoslovaquie, en plus de ses 4 saisons universitaires, prend plus de shoot chaque saison à 3 points qu'à 2 points. Donc c'est vraiment un gros shooter.
Après, c'est un joueur qui shoot peu de lancers francs, et puis à première vue, c'est un joueur qui ne doit pas trop aimer poser le ballon par terre. Ce qui correspond un petit peu aux joueurs, un ou deux joueurs qui est déjà à Massagno. Et quand on voit un petit peu comment l'équipe est montée à Massagno, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un gros pivot de 2m10 plus un autre qui fait 2m18 et un 2m10, quelque chose comme ça, Slokar, et puis l'autre, je ne sais plus le nom. Choubou, non. Oui, quelque chose qui ressemble à ça. Comment ça, quelque chose qui ressemble à ça? Tu vas rester à la cave si tu continues. Donc ils ont deux joueurs qui sont vraiment des intérieurs qui jouent dessous, et puis à côté, mais ils ont beaucoup de shooters. Parce qu'entre les frères Nadjan, entre ce Ben Richardson et puis Moltony, ça shoot énormément extérieur. Ça pourrait encombrer. En tout cas, ils ont pris l'option d'avoir un grand qui joue dessous et puis 4 joueurs qui peuvent vraiment être dangereux depuis l'extérieur, plus leur petit meneur arrière, là, Eric, je sais plus son nom. Nottage. Exactement, Nottage, qui est un joueur très complet, qui peut shooter, qui peut driver, et lui qui a par contre une capacité de création. Est-ce que avoir un joueur dans cet effectif comme ça qui apparemment est quand même quelqu'un qui aime rester derrière sa ligne à 3 points, donc on connaît un peu ce style-là de joueur, c'est des gars qui aiment pas forcément à mort les contacts. Ils ont déjà ce profil un peu avec le frère Nadjan. Hein. Voilà, est-ce que c'est ce joueur-là qu'on aurait vu à Massagno en complément justement des deux frères Nadjan qui eux n'aiment pas forcément non plus le contact? Moi j'aurais plus vu peut-être un électron libre. Bon, ils ont avec Nottage, mais peut-être vu un gars un peu plus athlétique qui apporte une dimension plus athlétique. Parce que Weston Molteny, il a quand même un âge, même s'il reste athlétique. Voilà. Marco Mladjan, c'est pas très athlétique. Ed Ouzan, c'est pas très athlétique. Voilà. Est-ce que ça fera un petit peu équipe d'handball qui restera autour des 3 points? Je sais pas. Je pense qu'ils ont pris une décision, comme tu dis, et ils vont vraiment à fond dans leur truc, mais ils ont vraiment pris une décision. Je pense que c'est vraiment dans la tête du coach d'avoir signé ce profil de joueur, parce que s'il n'avait pas voulu ce profil-là, il aurait pu trouver n'importe quel autre joueur qui aurait été peut-être un peu moins unidimensionnel et ressemblait autant à Dusan Nadjan. C'était le dernier transfert, les gars? C'est tout pour moi. Julien, si tu m'entends? C'est tout bon. Bon, on va pouvoir se lancer, comme vous avez pu le constater, c'était la reprise du basket officiel ce week-end, 2 matchs de Supercoupe, féminine et masculine. Messieurs, j'espère que vous les avez regardés, parce qu'on va en parler. On se lance, d'abord on va regarder ces dames. Ouais. Qui débute, lequel se jette à l'eau? C'est moi. Les dames, c'est moi. Les dames, c'est toi. Le spécialiste dame. Ouais, spécialiste du tout, mais... Merci. Ça va faire. Ouais, on t'écoute. On va poser la chose. On n'a pas vu un grand match de basket. Hein. Qu'on soit clair et net. Alors, de nouveau, hein, tout le monde, cette année, en tout cas sur le premier mois, on va leur mettre l'excuse que ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu de compétition, nanana. Ça sera l'excuse qu'on donnera à chaque fois. Voilà. Maintenant, on s'est très vite rendu compte, même si ça a été au premier quart, Winterthur a tenu un peu la baraque, des fois un peu chanceusement, avec des paniers qui sont allés gratter à gauche et à droite. On s'est très vite rendu compte de la différence de niveau qu'il y avait au niveau de la préparation de ce match entre les deux équipes. Une équipe avec une très bonne circulation de balles, avec des excellentes américaines, avec un jeu déjà assez huilé, je trouve, pour au stade de la préparation dans lequel on est, et une équipe de Winterthur qui a joué en ISO quasiment tout le match, quoi. Ça a été presque je donne la balle à l'américaine, je donne la balle à l'ukrainienne, et puis chacune faisait une action chacune, et puis voilà. Donc c'était pas très 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 joli de la part de Winterthur. Grosse déception de la part, moi je trouve. Quand on avait présenté le match la semaine passée, on s'est dit que Winterthur avait le potentiel d'embêter Elphick. J'avais même dit qu'elle pouvait. On espérait surtout. J'avais même dit qu'elle pouvait les battre, mais là non, parce que clairement, alors déjà la troisième américaine n'a pas joué.
Donc, Ouais, il est blessé jusqu'à la fin de la saison, hein, ouais, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc déjà, ça fait, quand on lève déjà une américaine dans un effectif féminin, ça fait une différence qui est énorme, surtout quand on a vu l'impact qu'a eu les étrangères de Fribourg sur ce match. Et puis vraiment, ce qui était vraiment pénible à voir, c'est l'apport des joueuses suisses de Winterthur. Ça a été néant. À part quelques joueuses, une ou deux joueuses qui ont apporté un mini scoring. Je veux dire, quand tu vois une joueuse comme Charlotte Kohler qui finit à 0 points, qui était l'année passée à 16 points de moyenne, quand tu as une Margot Grunchen qui a joué que 6 minutes, une Yelena Luop qui a joué 27 minutes, qui a 0 points, il y a Iva Bosniak qui a un tout petit peu tiré son épingle du jeu, mais voilà, c'était fait quoi. À côté des Américaines Alston et puis l'Ukrainienne Yatskovets, elles ont, je veux dire, voilà quoi. Quand tu vois que les Américaines, les deux étrangères prennent 36 shoots dans le match, c'est que la balle, elle a pas monstre circulé. Je sais pas ce que t'en penses, Julien. Oui, alors je suis d'accord avec toi. De toute façon, là, moi j'ai ressorti quelques stats qu'on montrera peut-être un petit peu plus tard. On regarde un petit bout du match et puis on va les montrer tout à l'heure, les stats, si ça te va. Alors totalement, mais ce qu'on peut relever de toute façon, c'est que Fribourg était loin devant tout le long. Et que ce qui était bien à Fribourg, c'est que souvent ces équipes qui arrivent et qui dominent dès le départ, il y a toujours un moment où ils calent un petit peu puis qu'ils sont moins sérieux. Fribourg a été sérieux tout le long, du début à la fin. Ils ont été intenses et il n'y a pas un moment où ils ont vraiment baissé de rythme. Et ça, c'est une chose, je pense, très intéressante déjà au niveau de l'approche des matchs qu'ils peuvent avoir par la suite. Ouais, puis il y a quand même une pépite là. Mine de rien, leur meneuse américaine, canadienne, excuse-moi, elle a fait forte impression, hein, parce que franchement, je l'ai trouvée mais sereine, jouée juste, d'une adresse, elle shoot, hein. Ça y va, j'ai envie de dire, elle est payée pour ça, hein. Elle est là pour ça, hein, mais voilà, elle est à 7 sur 17 à 3 points, donc t'envoies 17 bombes à 3 points dans le match, ça veut dire que t'es sûr de ton shoot. Mais au moins t'en marques 7, hein, sur 40% en ayant shooté 17 fois à 3 points, même dans le basket masculin, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, mais après, voilà, elle shoot nettement plus à 3 points qu'à 2 points. Dans la présentation qu'on avait dit, on savait que c'était une shooteuse. Je la voyais moins meneuse que ce qu'elle a été. Ça a été une belle surprise. On avait aussi bien présenté Taylor Conan. On avait dit que c'était un cursus universitaire qui était intéressant. Elle finit à 24 points, 10 sur 17 au shoot. C'est solide, hein, c'est solide. Titiana Adderley, la troisième américaine, un peu plus en retrait, mais je trouve qu'elle a, même si elle est en retrait, elle a fait son job. Et puis quand tu vois, parce que les deux américaines, les deux étrangères de Winterthur, elles font leurs stats, mais ça n'a pas le même poids, quoi. Tu vois vraiment. Non, puis les stats de Jules Colbier sont nuls en fin de match. Hein. Ouais, les paniers, ils sont rentrés à la fin. C'est la reine du rubbish game. Ça s'appelle les gens qui brillent quand le match est joué. Quand le match est sérieux, on les voit moyennement, puis après, quand il faut aller gratter une dizaine de points. C'est généralement ce qu'on voit souvent dans les joueurs étrangers. Ils aiment bien faire ça, puis après, ils montrent leur highlight sur YouTube. Ah, tu vois, j'ai marqué 25 points. Ouais, mais il fallait les marquer quand ça comptait. Donc là, effectivement, les stats des deux américaines, des deux étrangères de Winterthur à prendre avec des pincettes, parce que quand le match était vraiment dur, c'est pas là qu'elles ont marqué leurs points, quoi. Bon, en même temps, il y a quelques qui ont eu des stats pratiquement sur ce match. Il y a quelques qui ont joué des ballons, elles ont. Donc ça allait vraiment dans ce sens-là. Ouais. Alors on a un petit peu peur quand même sur... on pensait que Winterthur allait être un peu l'épouvantail de Fribourg sur cette saison. De nouveau, c'est le premier match. Apprendre avec des pincettes, on voit qu'ils doivent se rôder, etc. Les joueurs suisses de Fribourg, mis à part Marielle Giroud, comme on avait dit, qui a une valeur sûre, qui finit quand même à 13 points, 14 rebonds, c'est pas non plus flamboyant à côté. T'as Nancy Fora qui a 5 points.
T'as une Tiffany Zali qui a vraiment joué à la fin quand le match était joué, mais elle a été très peu utilisée. Delaki qui a joué 6 minutes, qui a fait bonne figure, mais voilà, on voit que les joueuses suisses de Fribourg sont des compléments, à part Marielle Giroud. C'est pas non plus ouf à côté, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on voyait deux équipes totalement différentes, quoi. Des joueuses fribourgeoises qui se connaissent, qui avaient l'impression de se connaître beaucoup mieux sur le terrain que Winterthur, qui avait l'air complètement perdu. Ouais, on avait l'impression. C'était une passe, un shoot. Bon, on a l'impression qu'on a vécu la même chose chez les masculins. On en discutera après, mais on avait l'impression que c'était leur premier match à Genève d'entraînement. Ouais. Puis tu avais une autre équipe qui était déjà rodée. Et puis voilà. Maintenant, à voir si Winterthur va remplacer l'américaine. Je pense que si elles veulent jouer la Coupe d'Europe, elles ont tout intérêt à la changer, quoi. Voilà, parce que ça fera pas long feu en Europe. Julien, tu veux nous parler des statistiques de ce match? Oui, alors on a relevé certaines choses au niveau des stats, des choses un petit peu marquantes. Donc voilà, le match s'est terminé sur un score de 86-65 en faveur de Fribourg. Il y a une différence au niveau du rebond, 41 pour Fribourg contre 31 comme Winterthur, mais voilà, Fribourg n'a pas lâché du tout le match. Ils ont tout le temps été appuyés jusqu'au bout. Et après, ce qu'on peut relever, chez Winterthur, comme vous l'avez dit, 45 des 65 points marqués par l'équipe l'ont été par les deux joueuses étrangères, donc Alston et Jackovets, qui ont à L2 mis 19 de leurs 36 shoots, alors que le reste de l'équipe n'a marqué que 8 de leurs 27 shoots. Donc à eux deux, elles ont shooté beaucoup plus que le reste de l'équipe. Et puis au niveau pourcentage, niveau adresse, il y a vraiment un gros décalage entre ce qu'elles ont fait les deux et le reste de l'équipe. Et à Fribourg, ce qu'on peut ressortir, c'est les choses que vous avez dit avant. Donc 24 points, 24 minutes pour Koenen, un 7 sur 17 à 3 points pour Koenig, ce qui est énorme, 17 shoots pris à 3 points. Déjà au niveau masculin, c'est énorme. Alors au niveau féminin, ça shoot moins. Normalement à 3 points, c'est encore plus de poids. Et puis un match solide pour Giroud qui termine avec ses 13 points, 14 rebonds. Merci Julien. On a encore les deux MVP de chaque équipe de cette finale qui sont pour Fribourg, Koenig logiquement, et puis pour Winterthur, Alston. 26 points pour Koenig, 22 pour Alston, 3 rebonds. Koenig, 5 bons Alston, 5 assists Koenig et 1 assist Alston. Ces messieurs, on a fait le tour du côté de ces dames. Voilà, après c'est vrai que c'est un... On a été déçus. Franchement, moi j'ai été déçu parce que franchement, je m'attendais vraiment à un match plus tendu que ça. Puis il y avait après 12 minutes, c'était plié, quoi. T'as baillé aussi? J'ai baillé, j'ai pas regardé en direct. Ah ouais, t'as bien fait. Pour être sincère. On passe à la Super Coupe Homme, si vous le voulez bien. Là, je pense que vous aurez beaucoup plus à dire, j'imagine. On se lance? C'est qui se jette à l'eau? Julien, si tu nous entends depuis la cave, c'est à toi. Alors, je peux commencer par les stats, si ça vous va? Ah bon, alors attends, je vais te mettre le panneau des stats si tu as envie. Il n'y a pas de souci. On t'écoute, Julien. Alors voilà, score final, c'était 71 à 58 en faveur de Fribourg. Et comme le match d'avant, Fribourg a dominé au rebond parce qu'ils étaient beaucoup plus intenses, donc 40 à 29 à ce niveau-là. Alors, on a aussi relevé les tirs à 3 points, pas qu'il y ait une grande différence, mais simplement parce que Fribourg, qui est une équipe depuis plusieurs saisons qui n'est pas une équipe acharnée sur les tirs à 3 points, qui n'est pas forcément une équipe où il y a vraiment des shooters, mis à part Mladjan qui a eu quelques années. Sinon c'est une équipe c'est l'équipe je crois qui prenait même le moins de tirs à 3 points ces deux dernières saisons, Liga. Ils ont terminé le match à 5 sur 16 et Genève, qui a une équipe avec des gros shooters et qui doivent être leur point fort, a terminé avec 4-14 à 3 points. Donc même sur le secteur où ils devaient absolument dominer, ils n'ont pas dominé. Réussite au tir, ça donnait 45% pour Fribourg contre 37% pour Genève. Et puis individuellement, on a ressorti Garrett qui termine avec 23 minutes, 16 points, 6 rebonds avec un 7 sur 9 au tir. Couture qui passe un petit peu à côté avec ses 25 minutes et 0 points. Jackson
qui termine avec 18 points, 4 rebonds, et quelques jolis shoots et de jolies situations qu'il a eu en deuxième mi-temps surtout. On en verra tout à l'heure. Tout à fait. Derksen, qui était un petit peu le seul joueur qu'on a pu voir ce week-end du côté de Genève, qui termine avec 18 points, 4 rebonds. Ce qui a été relevé aussi, c'est que Derksen termine le match avec 7 sur 12 au tir pour ses 18 points, alors que le reste de l'équipe termine avec un 13-42. Et là aussi, ça donne quoi, 58% je crois pour Derksen, et puis le reste, ça doit donner autour de 30% au tir pour le reste de l'équipe. Donc voilà au niveau des stats. On monte le MVP ou on monte le match? On monte le match. Bon allez, c'est vendu. On y va avec le match. Alors, on vous écoute. Alors, Julien, si tu l'entends. Ouais, alors je vais commencer. Donc, moi, ce que j'ai constaté, mon point de vue, c'est qu'il y a eu 4 minutes d'observation un petit peu au départ, où les équipes se cherchaient un petit peu. Et puis après ces 4 minutes, il y a eu 3-4 minutes un petit peu où je n'arrive pas à dire vraiment ce qui se passait. Mais il y a une chose qui a marqué pour moi ce changement lors du match, c'est qu'il y a eu 2 situations de suite où Genève n'a pas réussi pour moi à prendre de bons tirs. Et puis il y a eu une action où Fribourg a fait 2 coupes. Il y a un moment un joueur qui prend la balle poste bas et il y a Barnett qui coupe, on lui donne la balle, il loupe son lay-up, il prend le rebond, il ressort, il se retrouve lui poste bas avec la balle et il y a un autre joueur qui coupe et qui reçoit la balle. Donc il y a 2 coupes en l'espace de 12-13 secondes. En plus de ces 2 actions de Genève qui étaient mauvaises, parce que ça s'est terminé par des mauvais shoots. Et moi je trouve que ces 3 actions de suite ont été le tournant du match. Derrière, il y a eu un temps mort qui a été demandé par Genève. Direct derrière, après le temps mort, il y a un shoot à 3 points de Genève. Et puis derrière, ils se prennent de nouveau 2 paniers de Gravet pour des petits manques défensifs, tout comme il y a eu avant sur les coupes qu'il y a eu. Ouais, moi alors vraiment, j'ai trouvé Genève qui a subi le début du match, ça a été violent. Subir autant physiquement l'impact physique de Fribourg. Fribourg a fait le choix défensif de faire step out. Ça veut dire que sur chaque bloc direct de pick and roll, ils font sortir le grand très fort. Et ils n'ont pas réussi à trouver chaque fois le décalage ou la passe qui a permis de créer un décalage dans leur attaque. Très souvent, c'était Brandon Garrett en début de match qui faisait cet effort physique et chaque fois, on voyait les joueurs de Genève rentrer dans cet impact physique et subir. J'ai pas vu de tout le premier carton un shoot facile pour Genève. J'ai l'impression que Genève, en voyant comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont shooté quasiment de l'extérieur tout le premier carton. Ils ont fini le premier carton avec une stat de 1 sur 9 à 2 points. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas eu un shoot facile au début du match. Du reste, comme tu l'as dit, ils ont fini avec 10 points. Et dans les 10 points, tu as 2 shoots de Kovac. Kovac finit 6 points, avec 6 points au premier carton. Mais il y a eu je sais pas combien de shoots externes qui ont été pris. En plus de ça, tu l'as relevé, un des 3 points de Kovac, c'est à la sortie d'un temps mort de Aleksic qui décide, je sais pas pourquoi, de passer en zone sur une action alors que Genève était complètement dans le dur. Et puis là, on a vu première passage en zone de Fribourg, bim, Kovac qui met à 3 points. Alors, il n'est pas revenu très souvent en zone dans le match après, mais voilà, ça a montré que vraiment Genève est en difficulté, vraiment sur cette défense individuelle. Et puis, ils ont vraiment subi ça. L'entrée de Gravet sur le premier carton, autant on en a parlé négativement au match contre les Portugais, sur le match contre les Portugais. Là, Gravet, clairement, et Robert Zinn. J'ai dit des choses négatives sur Robert Zinn. Ouais. Robert Zinn sur le premier et deuxième carton, au niveau des joueurs suisses, il tient la route. Vraiment, pour moi, les 2 joueurs qui ont tenu la route après Marquis Jackson. J'ai l'impression que ces 2 joueurs qui ont très bien joué le premier quart, et c'est eux qui ont tenu l'équipe. Ouais. J'ai l'impression que tout ce qui a été en leur faveur, c'est des petits détails
qui n'ont pas marché de Genève, qui se lancent, qui oublient, qui est trop tendre sur des contacts ou pas assez réactif sur les coupes. J'ai l'impression que c'est des petites choses comme ça qui ont permis à ces joueurs de se montrer en début de match. Ouais, et puis on peut même maintenant partir sur le deuxième carton. Ce deuxième carton où généralement on est censé voir des rotations, un peu de fraîcheur venir du bon. Quand on voit le bon de Genève, on se dit que sur le bon il y a un Maroto, il y a un Jonin, il y a un Adams qui va sortir, qui va venir. Tu te dis ok, bon, le 5 de base s'est fait dominer, donc le bon va renouveler ça, puis va mettre un peu de physique, hein, va mettre un peu un impact dans le match. Jonin, c'était ce qu'on était habitué à voir de lui quand il jouait à Fribourg. Chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, il apportait sa vitesse, il apportait sa grinta, etc. Et là, rien du tout. On a l'impression que les gars du bon, c'était vraiment, toute l'équipe était sur la même lignée de, voilà, on se fait dominer. Brendan Garrett a fait un chantier pas possible dans la raquette. Pourtant Brendan Garrett c'est pas non plus le gars le plus massif, alors il est athlétique ce qu'on veut, mais il n'est pas non plus monstre massif, et vraiment je les ai trouvés dominés. 27 points, marqué 27 points, quand tu vois le talent qu'il y a dans l'équipe, 27 points en 20 minutes, c'est vraiment que t'as vraiment passé un mauvais quart d'heure, quoi. Le deuxième quart, moi, me semblait être le plus le quart où Fribourg a le plus dominé. En tout cas, j'ai pas vu du tout Genève jouer ce deuxième quart. Pour moi, c'est parti dès la fin, dès ce temps mort. Il y a eu ce temps mort, il y a eu ce shoot à 3, et à partir de là, Fribourg a déroulé jusqu'à fin du troisième quart, on va dire. J'ai relevé premier point facile, donc ça veut dire dans la raquette, sans contestation de Genève à la 16e minute. Donc c'est clair, hein, ça c'est vite vu, quoi. Après, c'est intéressant qu'on regarde sur le troisième quart, c'est vraiment on a déjà vu ça sur la fin du deuxième quart. Vraiment, Marquis Jackson a commencé après à prendre Fribourg un peu sur ses épaules, parce que Fribourg a un coup de moins bien quand même collectivement. Les joueurs suisses ne font plus trop de différence. Et là, vraiment, Jackson, il marque vraiment des gros shoots sur le troisième carton. Pour vraiment, il sort vraiment des situations où c'est vraiment ce style de panier, quand tu les prends, ça te met un coup derrière la nuque, quoi. C'est vraiment... Ok, bon, aujourd'hui il va rien pouvoir nous arriver, quoi. Et moi je trouve qu'on a vraiment senti sur ce troisième carton un manque flagrant d'athlétisme du côté de Genève. Franchement, la raquette Nzege, Ivanov, moi elle me fait peur, hein. Elle me fait vraiment peur dans la complémentarité, dans l'athlétisme. Vraiment, j'ai vraiment pas adhéré à cette raquette. Après, on parlera de l'apport d'Adams, je pense, sur les remarques qu'on fera du match. Mais voilà, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette raquette, Julien? J'ai eu les mêmes points de vue que toi. Et justement, moi, ma question était par rapport à Adams. Vous lui en voulez, Adams, hein? Absolument pas. Justement, on le voudrait peut-être un peu plus sur le terrain. En fait, justement, il y avait physiquement, comme tu as dit, ils étaient dominés, athlétiquement aussi. Puis en fait, c'est le profil d'Adams. C'est un peu un profil d'ailleurs qui est assez peu. D'ailleurs, juste pour couper, c'est vrai qu'on parlait avant de Djurkovic. C'est vrai que dans ce cas-là, Thomas Djurkovic ne ferait pas de mal à Genève, parce que je pense effectivement qu'il manque un peu de joueurs athlétiques. Mais voilà, pour ce qui est d'Adams, justement, c'est un peu peut-être ce style de joueur qui peut ressembler un petit peu à l'époque à Eric Thompson, si vous vous souvenez de lui, qui jouait à Suisse centrale, ou à Lausanne aussi, qui avait un joueur comme ça, 2m2, 2m3, puis qui fait une centaine de kilos, assez puissant, puis athlétique. Je me demande s'il n'aurait pas fallu peut-être donner un peu plus de minutes à ce style de joueur-là, pour essayer d'impacter peut-être un peu plus à l'intérieur. Ouais, le minutage, il pose quand même question, hein, parce que on voit un Jérémy Jonin qui a 12 minutes de temps de jeu, qui est derrière Donatas Sabekis, qui est le Lituanien,
Sabekis, qui joue 33 minutes. c'est un fantôme sur ce match. Je l'ai pas trouvé flamboyant, le jeune homme. Vraiment, moi, il m'a pas marqué. Il a aussi complètement subi la loi de Marquis Jackson et puis Sean Barnett. Sean Barnett, on n'en a pas discuté. Toujours un peu brouillon en attaque, mais une activité quand même qu'il faut lui laisser. C'est quand même le gars c'est un peu une pile électrique, même s'il est encore brouillon sur ce match. Mais on sent qu'au niveau de l'envie, au niveau de l'engagement défensif, Il débloquera des situations. Même sur le deuxième quart, troisième quart, il est toujours intéressant. On voit sur le quatrième quart, si on part sur le quatrième quart, Fribourg s'est un peu endormi. Mais il y a toujours ce Marquis Jackson qui est là et puis qui les sort un peu la tête de l'eau à chaque fois qu'il y a besoin. Genève montre un peu le bout de son nez en revenant à 8-9 points, en donnant mine qui reviennent un peu. Mais franchement, quand tu regardes le match, à aucun moment tu dis que Genève va revenir dans le match. Parce qu'il manquait clairement de tout. Un peu de tout, ouais. C'était vraiment très décevant. J'ai trouvé très décevant. Un peu la même remarque qu'on peut faire sur Winterthur avant. J'avais l'impression que c'était presque leur premier match, quoi. J'ai pas vu d'automatisme, j'ai pas vu beaucoup de jeux son ballon. Tactiquement, je pense qu'ils se sont fait vraiment dominer de la tête et des épaules pendant 4 cartes. Je sais pas, tactiquement. Ouais. Les choix que Petar a posés par rapport aux choix que Steve Match a mis, moi, il n'y a pas eu de réponse de Genève par rapport au niveau attaque, puis au niveau défensif, comme le disait Julien, ils étaient souvent en retard, souvent dépassés et en réactivité plutôt qu'en anticipation. Voilà. Et puis vraiment difficulté chaque fois de battre son 1 contre 1. On avait un peu reproché à Fribourg d'avoir été un peu light au niveau défensif en Coupe d'Europe. Alors là, au niveau de la défense, je veux dire, sur les switches, c'est pas la même chose, mais c'est quand même censé être sur le papier la meilleure équipe de Suisse ou la deuxième meilleure équipe de Suisse ou la troisième meilleure équipe de Suisse. Ça dépend comment. Dans quel stade tu te places. Mais ça reste quand même une grosse équipe suisse qui est censée avoir de pouvoir faire des différences individuelles. Et là, sur toutes les situations des 1 contre 1, ils ont été de la main au pivot, ils ont été dominés de A à Z. Et puis moi, un truc qui m'a aussi très surpris, c'est, on a parlé de Timothée Derksen, il fait un match niveau comptable qui est respectable, mais moi, Timothée Derksen, l'image que j'ai de lui à Fribourg, que j'ai chaque fois eu, c'est que je me disais, ce gars, il est capable de marquer 20 points sans forcer une chose dans le match. Juste en se plaçant bien, en jouant son ballon, en faisant des petits drives, des choses comme ça. Et là, j'ai senti un gars qui, au bout d'un moment, il s'est senti obligé de forcer. Il s'est senti obligé de prendre la balle, de jouer des 1 contre 1, de sortir de sa zone de confort, parce qu'autour de lui, il n'y avait tellement pas de réponse de ses coéquipiers que je me suis dit, mais le gars, au bout d'un moment, il est tout seul. Il est vraiment, ça donnait cette impression qu'il était vraiment tout seul. En tout cas, mal entouré. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà. De nouveau, on ne dit pas que le Genève d'aujourd'hui, ça sera le Genève de demain. Non. D'accord ? Ça, c'est clair et net. C'était, contrairement à Fribourg, qui est aussi passé à côté de leur premier match de compétition, peut-être que Genève, la semaine prochaine, va nous montrer une image qui est tout autre. On est en train de juger sur ce match-là. Mais sur ce match-là, il y a quand même des grosses questions au niveau de l'effectif et au niveau des joueurs étrangers. On a dit que Nathan Jurkovic ferait un trou quand même. Oui, là c'est pas un trou, là c'est un fossé sur ce match-là. Donc je pense pas que Nathan Jurkovic ça soit la réponse à ce qu'on a vu. Là, mais défensivement, il peut quand même apporter un peu de l'athléticité, puis de ce qui manque à certains des joueurs qu'on a vu jouer ce week-end. Tu parles de qui ? Ah non, Thomas, désolé. Non, alors par rapport à Nathan, oui, effectivement. Oui, allô la cave. Allô la cave. Non, alors pour ce qui est de Nathan, alors moi, comme j'ai dit la semaine passée, je voyais Genève bien au-dessus des autres. Mais le départ de Nathan les met pour moi dans le rang avec actuellement je peux pas vous dire réellement
qui je vois de mieux entre Genève, entre Neuchâtel et Fribourg. Je pense que chacun a ses petits avantages, mais je ne vois plus Genève au-dessus en tout cas. Et je dirais même que Genève, le problème qu'il y a actuellement, c'est que c'est pas physiquement ou athlétiquement qui feront la différence. Ils sont obligés d'avoir un jeu qui tourne et se trouver un collectif et avoir certaines réussites. Je pense qu'ils ont, comment dire ça, au niveau du développement du jeu, peut-être un peu plus que les autres. Mais ça demande du temps et du travail. Ouais, ça demande du temps et du travail. Il n'y a plus beaucoup de temps. Avant le début du championnat. Bah oui, alors du temps t'en as parce que de toute façon, en Suisse, ils vont pouvoir faire la différence sur leur qualité au bout d'un moment. Tu dois vraiment être prêt le jour où tu as des demi-finales de Coupe Suisse, où tu as des grosses échéances. Donc du temps, tu en as quand même. Maintenant, c'est comme il dit Eric, tactiquement, moi je les ai trouvés à la peine. Enfin, j'ai pas trouvé ce match réactif. J'ai trouvé que ce match a complètement subi Aleksić aussi. Je suis d'accord avec toi, Eric. Et surtout, ils ont alors de nouveau. Tu prends 37. Ils ont pris 37 points à la mi-temps, je crois. Combien il y avait à la mi-temps? Mais ils prennent pas beaucoup à la mi-temps. 42. Ça va. C'est pas, oui, ça va. C'est 21 points par carton contre Fribourg. Ça va, donc ça veut dire que voilà, défensivement ça tenait encore la route. Petit bon. Mais j'ai trouvé vraiment, on a l'impression d'avoir vu le même match de la première à la dernière minute. Donc au niveau de la réactivité du coaching, peut-être c'est aussi son premier match, peut-être qu'il a aussi un petit peu subi ça. Il y a quand même le mentor qui est en face, donc c'est aussi impressionnant, hein. Ils se connaissent aussi. Oui, il y a un petit moment qu'ils sont ensemble. Voilà, donc peut-être qu'il a aussi subi un petit peu cette façon d'être un peu rookie coach sur ce premier match en étant un petit peu trop spectateur. Et puis moi, ce que je reproche à Stimac sur ce match-là, c'est, à mon avis, il a fait trop jouer de gars qui étaient HS, qui étaient hors sujet. Pour moi, les grands, il fait 1m97, mais le Lituanien, je suis pas sûr qu'il valait ses 33 minutes sur le terrain. Est-ce qu'il a montré, non? Comparé à un Jaunin qui a jamais pu réellement entrer dans le match, voilà, je suis pas persuadé de ce coaching-là. Mais est-ce que tu as eu beaucoup de situations, à part ça, de Genève à l'intérieur? Bah non. On les a pas vus beaucoup à l'intérieur, c'est ça le problème. Moi, c'est ça qui m'a un petit peu marqué aussi. C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose à l'intérieur, alors que si on regarde sur Fribourg, franchement, il y a quoi? Barnett, Gravet, Couture et même Jackson ont reçu des ballons en position poste bas et joué dos au panier. Alors qu'en face, j'ai pas souvenir d'avoir vu une situation d'un joueur qui reçoit la balle dos au cercle. Mais après, fais le listing des joueurs. Un Kovac, c'est pas le gars qui va forcément jouer en poste bas, même s'il l'a fait quelques fois avec l'équipe de Suisse, il était sorti un peu de sa zone de confort, mais tu regardes l'effectif de Genève, qui c'est qui peut te le donner? À part Derksen. Recevoir un ballon en poste bas. Ouais. T'as Eric Adams, je pense que avec le jeu qu'il a, il n'est pas capable de prendre des tirs, il peut recevoir la balle dessous. Ivanov, et tu prends même Sabekis, il joue bien, mais il fait 1m97, je pense qu'il y a quand même des situations, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Fribourg, où ils se sont retrouvés sur une situation avec Jackson, je crois qu'il était défendu par Jaunin, ils lui ont donné la balle en bas. Mais moi je crois que ça a été monstre bien scouté. Ils ont été monstres bien scoutés et puis justement ils les ont empêchés d'arriver à ce stade-là. Si tu regardes chaque fois, Fribourg a cherché ces situations. Fribourg les a chaque fois mis dans des situations où c'était compliqué pour eux. Tactiquement, il n'y a rien à dire. Il a bouffé ce match, Aleksić, sur ce match-là. Et il l'a digéré. On a tout dit, ces messieurs? Ouais, bah ça sera intéressant. Ça sera quand même intéressant d'avoir un œil sur l'évolution de Genève et puis surtout de voir la complémentarité des étrangers, à mon avis, parce que des mèches courtes à Genève, hein. S'il va falloir changer quelque chose, ils vont pas attendre 6 mois pour le changer, hein. On connaît un peu le style de la maison. Voilà, maintenant moi, comme je t'ai dit, la raquette Nzege et puis Ivanov, c'est léger. Bah c'est pas athlétique, c'est petit quoi. Donc à voir quoi. Bah moi je pense qu'il y a une place à prendre par Eric Williams.
Ou il fallait prendre un joueur plus grand, plus comme on voit sur les autres équipes qui ont pris ces joueurs qui font 2m8, 2m10, qui auront peut-être un temps de jeu limité, mais qui peuvent sur une courte séquence peut-être. Mais ce qui me surprend, c'est que la question de la taille, c'est pas Jurkovic qui aurait effacé ce problème. Non, mais il aurait eu l'attitude, je pense quand même. L'athlétique. Ouais, niveau athlétique, je pense, ça aurait changé. Ok. On n'a pas parlé des MVP de cette partie. D'un côté, Jackson, bien sûr, pour Fribourg Olympique, et de l'autre côté, Derksen, avec son maillot de Fribourg, mais pour sous les Lions de Genève. 18 points pour les deux joueurs, 4 bancs pour les deux joueurs, 2 assists pour Jackson et 1 assist pour Derksen. Ça, tu vois, c'est typiquement, si on compare les deux stats, c'est typiquement quand on dit les gars, ils sont un petit peu égaux, mais Jackson met les matchs, met les points qui font gagner le match sur ce match-là, je trouve. Donc, c'est pour ça que les chiffres, il faut toujours faire attention, parce qu'ils veulent tout dire et rien dire en même temps. Jackson a mis ses points, il a fait ses choses au moment justement que tu as dit en deuxième mi-temps où on ressentait peut-être un petit peu moins ce collectif fribourgeois où il y a certaines individualités qui sont sorties par moments, mais si on regarde à part ça à Fribourg, il y a eu le petit moment de gloire de Zine, petit moment de gloire de Gravet, il y a eu aussi Maurice effectivement. Quel gros défenseur ce garçon, c'est impressionnant. Ouais. Une fois que tu as fait le tour, t'es épuisé. Hein. Ah ouais, et puis encore, il a perdu du poids. Hein. Ouais. Non, mais non, mais c'est vrai, il a perdu du poids. Pas tout le monde peut en dire autant. Et voilà, on peut ressortir Garnett qui a eu son petit moment, et puis Barrett aussi. Donc en fait, ils ont tous eu un petit moment, 2-3 minutes, ou 1 minute, ou 2, enfin, des petits moments où on peut se dire, voilà, il a apporté son truc pour faire la différence, ou pour pas que l'autre équipe revienne. Et c'est exactement ce qu'a fait Jackson pour moi le troisième quart. Contrairement à Genève. Messieurs, c'est tout bon. On a fait le tour, on va bien. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. La rubrique d'Eric. Alors, monsieur Eric Bertrand, tu vas un peu nous expliquer ce que tu vas nous expliquer, ce qu'on va voir surtout. Ce que vous allez voir surtout, pour moi, c'est de prendre des situations de jeu dans ces deux matchs qui peuvent être discutées, essayer de les décortiquer, comprendre certaines décisions des arbitres, éclaircir quelques points du règlement si c'est nécessaire. Pour moi, c'est essayer de ne pas être trop technique et plus de vulgariser un petit peu ceci pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Puis c'est en dernier ressort d'apporter le regard d'un arbitre, quoi. Quel est son job et puis qu'est-ce que dans ces situations-là il doit regarder et tout. Alors on a... Attends, je vais déjà m'excuser déjà d'abord parce qu'il faut que je me mette en place. Donc ça va peut-être prendre un chouïa. Alors on a avant de commencer l'équipe, j'ai choisi 5 situations de jeu sur les deux matchs, 2 chez les filles et 3 chez les garçons. Des situations de jeu qui sont assez intéressantes. Évidemment je les ai choisies, donc j'espère qu'elles sont intéressantes. Hein, Marco? On espère. Sinon il y aura réclamation. Hein. Et oui, il y aura réclamation. Et puis essayer de décortiquer ces situations de jeu-là en essayant de faire des ralentis et tout. Alors là, je te laisse t'excuser déjà. Encore? Moi, je l'ai déjà fait. Donc c'est la première fois qu'on essaie de faire ça entre le maître de l'informatique et moi-même. Tu me dis que je peux lancer la première action? Alors la première action, je suis prêt. Je te dis comme ça. Donc c'est une situation de contre-attaque avec un match de filles. Contre-attaque avec une situation éventuellement de marché et un contact entre l'attaquant et le défenseur. Et la décision de l'arbitre de laisser jouer. Alors tu peux lancer c'est parti. La vidéo. Donc, contre-attaque de Winterthur. L'attaquant fait un reverse, contact et shoot et prend le rebond et tout. Ça, c'est surtout sur le reverse et le contact que l'on va regarder. La situation, donc il y a 2 sujets dans cette vidéo-là, dans ce clip-là. C'est la partie
reverse de l'attaquante et avec la nouvelle façon de contact, de gérer la situation de marché avec ce qu'on appelle maintenant le pas zéro. Au moment où elle prend le ballon, elle est en l'air, où elle prend le ballon avec les deux mains, elle est en l'air. Ensuite, elle retombe sur son pied gauche qui fait le pas zéro. Et puis après, c'est droite-gauche, 1-2. Donc, pour moi, là, il n'y a pas marché. Au moment où elle fait son pas numéro 1, son premier pas, après le 0, il y a un contact entre elle et la défenseuse de Fribourg, pardon. Et puis la question était de savoir si c'est un contact qui nécessite une faute offensive ou une faute défensive, ou c'est un contact exagéré, donc flopping, par la défenseuse de Fribourg. Donc pas marché, première action. Si vous regardez l'arbitre qui se trouve sous le panier, qui est en bonne position, statique et qui juge la situation, vous verrez qu'elle va prendre son bras droit et faire un petit signe avec la main 2 fois pour dire en haut, en bas. C'est une situation de flopping. Donc elle juge l'action du défenseur de Fribourg, de la défenseuse de Fribourg numéro 7 comme étant une situation de flopping. Donc flopping signifie qu'elle a exagéré le contact entre l'attaquant et elle-même. Voilà pour cette première situation bien gérée par les arbitres. On passe à la seconde. À la seconde, s'il vous plaît. Toujours chez le match des filles, c'est une situation de faute offensive ou faute défensive. Alors, l'attaquante de Winterthur est bien drivée par la joueuse numéro 4 Delphic. Et puis, donc l'objectif de cette joueuse numéro 4, c'est d'amener l'attaquante sur la joueuse qui défend, la numéro 15, et le contact. Au moment du contact, qu'est-ce que l'arbitre doit regarder afin de juger si c'est un passage en force ou une faute du défenseur? Elle doit regarder si la défenseuse est en train de bouger au moment du contact ou pas. Et là, en l'occurrence, la numéro 15 de Delphic bouge latéralement vers la droite au moment du contact. Donc, c'est elle qui, ce qu'on disait dans le passé, qui réduit l'écart. Donc, c'est elle qui est responsable du contact. Et puis là, l'arbitre qui se trouve sous le panier siffle une faute offensive. On voit, à un moment donné, si vous arrêtez, on voit son poing qui est positionné en avant. Ça signifie qu'elle voit une faute offensive, elle siffle une faute offensive. À mon avis, elle a tort. Mais voilà, c'est l'angle de la caméra qui me fait dire qu'elle a tort. Pour moi, c'est une faute du défenseur, de la défenseuse 15 Delphic Fribourg. Voilà pour cette. Pourquoi c'est pourquoi C'est quoi la raison? La raison, c'est que pour avoir un passage en force, il faut que le défenseur soit statique et que le contact ait lieu sur le torse. Et là, elle n'est pas statique et le contact n'a pas lieu 100% sur le torse, il a quand même lieu un peu sur l'épaule. Donc, les deux critères que doit avoir pour juger une faute offensive n'ont pas lieu d'être dans cette situation-là. Donc, pour moi, c'est une faute du défenseur 15 de Delphic Fribourg. D'accord. Voilà. Tip top. À la suite. Alors la suite, on passe au match des hommes. C'est une situation de pied, une situation de pied. Alors là, dans le clip, c'est très vite au début, vous allez voir. Alors j'ai bloqué l'image, là je suis tout de suite au début, juste avant le pied, exprès, parce que je me suis fait avoir. Donc l'attaquant de Genève dribble, il est sur sa main gauche, il va essayer de passer sur sa main droite, et le ballon va aller sur le pied du défenseur d'Olympique, Zinn. Je crois que c'est lui, ouais. Ouais, c'est juste. C'est juste. Et puis il va retaper le pied de l'attaquant de Genève et ça va sortir en touche.
Et à juste titre, les arbitres n'ont pas sifflé le premier pied du défenseur puisque c'est le ballon qui va au pied et non pas l'inverse. Donc, ils vont donner le ballon à Olympique à juste titre puisque, comme je le disais, c'est le ballon qui est allé au pied et pas le pied qui est allé au ballon. À signaler que quand on parle de pied, c'est pas uniquement la pointure 42 ou plus ou moins. On parle depuis tout ce qui part depuis en dessous de la hanche et qui va jusqu'au bout du pied. Et c'est pas seulement le pied. Donc le pied, au sens basket, c'est toute la jambe. Voilà. Ça, c'est important aussi à faire cette précision-là. Pas de questions, mes chers amis, c'est parfait. Donc je peux passer... Je sais pas, on voit que Marco est très occupé là. Je suis d'accord. Je lève les bras au ciel, Marco est d'accord avec moi. Le clip suivant, c'est une situation de jeu où il s'agit de savoir si la faute qui est sifflée au joueur d'Olympique, au numéro 12 d'Olympique, est une faute de jeu normale ou une faute antisportive. Alors si on regarde bien, la balle arrive à l'intérieur sur le joueur numéro 12, il y a une faute, le joueur numéro 13 de Genève, il y a une faute du numéro 12 qui l'empêche de remonter, et puis la faute est sifflée à juste titre. C'est une faute sur un axe, ce qu'on appelle act of shooting, faute en action de tir. Et la question était de savoir, dans cette situation-là, est-ce que c'est une faute qui mérite d'être sanctionnée d'une faute antisportive ou pas, vu que le contact est quand même relativement rude. Pour moi, non. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que j'aime à dire et j'aime à penser qu'il n'y a jamais de panier facile pour les joueurs post-bas. Donc on ne va jamais laisser facilement marquer 2 points à un opposant. Ensuite, le joueur de Fribourg Olympique fait une faute assez sèche, assez rude, oui, mais il n'y a pas d'intention de faire mal, dans le sens où il ne ferme pas la main sur le bras de l'attaquant. C'est vraiment une faute qui est faite. Je baisse mon bras part d'en haut et va vers le bas, et c'est une faute de jeu normale. Même si on peut regarder. Oui, Marco, je te montre. Moi, j'ai quand même un bras droit qui est un peu louchin quand même. Le bras droit, il est dans le dos, mais il ne le tient pas. Ouais. Il ne le tient pas. Non, regarde, il ne le tient pas. T'es sûr qu'il le tient Maintenant, à la fin du mouvement, pour pas qu'il tombe par terre, probablement. Enfin, on va dire ça comme ça. Ils se connaissent, c'est 2 amis. Ils se connaissent depuis longtemps. Et puis voilà. Donc pour moi, la décision. Et puis bon, dans le clip, on voit pas, mais dans le direct, on voit que après. Cette faute est sifflée par 2 arbitres, l'arbitre de tête, celui qui est sous la raquette, et le centre qui est devant le banc de Genève. Bon, c'est un double coup de sifflet qui est peut-être pas nécessaire parce que c'est une faute qui doit être sifflée pour moi par l'arbitre du centre et pas par l'arbitre qui se trouve dessous. Mais on voit dans le direct après que les 3 arbitres se réunissent avant que la décision finale ne soit prise, savoir s'ils upgradent cette faute qui est sifflée normale, une faute normale en faute antisportive. Ils se réunissent et ils discutent très brièvement et prennent la décision, le consensus étant établi, de dire c'est une faute normale de jeu. Je trouve que dans cette situation-là, ils ont très très bien géré et décidé pour le bien du jeu, et pas pour leur bien à eux, mais pour le bien de la partie. Voilà, pour cette situation-là. On s'attaque à la dernière ? Oui, on va s'attaquer à la dernière. La dernière, c'est un moving screen. C'est un peu les choses qui sont aujourd'hui dans un basket moderne et physique difficiles à siffler. Et puis sur cette situation-là, c'est vraiment un tout petit moving screen. C'est pas quelque chose de monstrueux, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être beaucoup plus sifflé par les arbitres parce que c'est quelque chose qui peut faire très très mal. Donc le moving screen, c'est l'attaquant qui empêche le défenseur de faire un mouvement correct, de suivre son opposant par une situation illégale de défense.
Alors si on avance, on voit que c'est l'action où le joueur de Olympique, le numéro 8, prend le ballon avec sa main gauche. Il doit avoir il a déjà des bras assez tentaculaires. Non, c'est pas des mains qu'il a, c'est des pieds. C'est vrai, c'est pas des mains. Ah ouais, parce que... il attend que son playmaker, Zin, remonte. Zin qui est suivi par son défenseur, Kovac. Et puis au moment... Derksen. C'est Derksen. Ah, ok, autant pour moi. Non, c'est pas grave, par un joueur genevois. Par le top scorer, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Par le top scorer, au moment où il prend le ballon, où l'attaquant prend le ballon, Zin prend le ballon, il faut simplement regarder le petit mouvement d'épaule que le numéro 8 fait, aller chercher le contact avec le défenseur, le top scorer de Genève, et évidemment, il y a un contact, et puis la trajectoire du défenseur, elle est interrompue par ce contact-là. Et très justement, l'arbitre de queue, en l'occurrence M. Pula, siffle une faute offensive. Ce genre de faute-là, pour moi, doit être vraiment beaucoup plus sifflé dans un basket moderne. C'est des petites choses. Il est à noter que dans un basket moderne, il faut que l'arbitre, dans cette situation-là, regarde deux choses. La première, le défenseur, l'attaquant, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est lui qui va chercher le contact? Ou est-ce que c'est aussi, des fois, dans certaines circonstances, on voit l'attaquant se jeter dans le défenseur pour chercher le contact? Et là, c'est une chose que l'arbitre doit juger. Et là, en l'occurrence, pour moi, la décision qui a été prise de siffler une faute offensive est une excellente décision. Et accepté par le joueur, qui plus est. Surtout dans un basket moderne où il y a énormément maintenant de main à main. Ouais. On appelle ça du main à main, quand l'intérieur donne la balle au petit, et puis c'est vrai qu'il utilise son corps pour faire ce bloc. Et ça, dans le basket moderne, voilà. il y a 20 ans, on ne le voyait jamais. Ouais. Il y a 15 ans, c'était quelque chose dans le basket qui n'existait pas, ça. Et maintenant, ces blocs-là en tête de raquette, on en voit... toutes les actions. Pour libérer soit un shoot à 3 points, soit pour redonner la balle au playmaker et repartir en opposé où il se trouvait actuellement. Voilà les 5 clips que je voulais... Non, 5. Il y a 5. Ok. Il y en a 5. Il y a 3, 2 et 3. 2 chez les filles et 3 chez les garçons. Autant pour moi. Voilà. Merci, inspecteur Derrick. Partager avec vous aujourd'hui. On devrait mettre ça comme l'inspecteur Derrick, au lieu de mettre ton coup de sifflet, là, mettre la petite musique. On te met la grande veste en cuir, la vieille BMW et puis des grosses lunettes jaunes. Sans façon. Merci. En tout cas, merci Eric pour toutes ces explications qui j'espère, auront éclairé quelques lanternes, dont la mienne. Et puis, on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est quoi? On va présenter la première journée de championnat de SBL. Il y a 3 matchs au programme. Lugano Star Wings, Fribourg Olympique Massagno et Boncourt Union Neuchâtel. Un match le samedi, 2 matchs le dimanche. Oh, mais il en manque un. Moi, j'y comprends plus rien. Moi, je t'ai dit, franchement, moi, ce calendrier, tout ça, c'est pas évident. Puis là, on espère vraiment pas qu'il y ait des arrêts Covid de certaines équipes. Parce que saison sur s'il y en a qui jouent pas pendant 14 jours, qui auront 6 matchs de moins que les autres, ça risque d'être compliqué. Ouais, ça risque d'être chaud. Mais on présente quand même, on commence par Lugano Star Wings. Il y a un moment qu'on n'a pas entendu la cave. Allô, la cave, est-ce que vous me recevez? Oui. Ah, il est toujours parmi nous. Est-ce que tu nous parles un petit peu de Lugano Star Wings, Julien? Je reviens juste sur une chose. On la t'écoute. Première journée Montaigne-Genève se joue le 8 novembre. C'est un match à rattraper en fait. Qui se jouera lors de la 7e journée. Oui, parce que voilà, pas la salle. Bon, Ok, merci Julien de ces précisions. Ils sont malins. Maintenant du coup, se préparer à remettre les matchs plus tard. Est-ce que tu arrives à nous parler de Lugano Star Wings ou c'est Marco qui s'y colle? Ouais, je préfère que Marco se lance. Merci. Je vois que t'es un homme courageux. Non, alors, allez, pour moi, c'est un match très ouvert. Impossible de dire actuellement où on est balle au niveau de leur préparation.
On n'a pas eu beaucoup de visibilité sur YouTube, puis on n'allait pas aller voir à Bâle comment ils s'entraînent et puis comment ils jouent. Non. C'est un peu loin. Par contre, voilà, ce qu'on sait des deux effectifs, on sait que ça va être un match ouvert avec un Lugano qui va être fort à l'intérieur avec Nikolic. Un duel intérieur qui va être Ceksané, qui est un joueur défensif, donc il y aura l'importance d'arrêter la pièce maîtresse de Lugano, qui est Uros Nikolic. On sait que Jules Haut est blessé. Normalement, il ne devrait pas jouer le premier match de championnat, donc c'est vrai que tu enlèves Jules Haut de l'équation Lugano, ça va un gros manque. Après, comme on a dit, comme on a présenté Bâle, on les a présentés comme un peu des pétards ambulants, des gars qui vont pas mal courir, ils ont vraiment des profils qui courent, qui shootent, donc la clé sera de la part de Lugano d'éviter que Bâle développe le jeu de transition que je pense le coach Andrejevic va mettre en œuvre avec cet effectif, parce que sinon si c'était une équipe qui jouerait 24 secondes mi-terrain, je vois pas pourquoi il aurait choisi ces profils-là de joueurs. Donc voilà, la clé ça sera d'empêcher Bâle du côté de Lugano de courir, sachant que Lugano a fait une préparation qui est intéressante. Ils sont encore allés gagner contre Udine, donc eux ils ont fait la majorité de leur préparation en Italie, comme ils ont l'habitude de faire. Les voyages coûtent moins cher. Mais voilà, quand tu regardes les matchs amicaux qu'ils ont fait, c'est cohérent. Soit un Jules Haut de préparation, c'est intéressant. Surtout avec des joueurs qui ont un petit peu plus de bouteilles LNA, parce que les joueurs de Bâle, ça reste des étrangers, restent des rookies qui n'ont pas forcément idée de comment ça va siffler en Suisse, comment ça va se développer. Ils vont vite comprendre. Ils vont se retrouver dans l'Institut Helvetico. Voilà, enfin, c'est quand même une salle qui est quand même particulière. Donc voilà, si le match se joue à Bâle, je dirais que c'est un match un peu serré. Là, quand même, pour moi, un avantage du Lugano. Ouais, quand même. Julien, qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup Bâle. En tout cas, quand je vois l'effectif, c'est un truc qui me plaît bien. Et il y a 2-3 joueurs suisses à côté ou qui reviennent ou qui viennent qui m'ont l'air aussi intéressants. Mais après, j'ai de la peine à avoir un avis sur qui serait favori sur ce match-là. Alors effectivement, le joueur à la base aujourd'hui à Lugano, c'est Nikolic. Après, en face, il y a un intérieur avec des longs bras plutôt défensifs qui a tout ce qu'il faut pour le gêner. Dans le fond, si je devais mettre qui gagne, je dirais Lugano, parce que Lugano, puis Bâle, les joueurs sont quand même pour une bonne partie des joueurs qui n'ont pas ou très peu d'expérience de Liga. Ouais, c'est un point d'interrogation, Bâle. Je veux dire, on n'a pas d'écho sur des matchs d'entraînement? Non, pour moi pas, personnellement. Non, ok. Pas vu grand chose non plus, mais après voilà, les étrangers, il y en a certains qui sont arrivés assez dernièrement en plus. Bon, je pense que ça ce sera le problème de beaucoup d'équipes, avec des joueurs qui arriveront à la dernière minute ou qui devront louper les premiers matchs de la saison. C'est ça aussi qu'il faudra voir, parce que ça ne m'étonnerait pas que des effectifs jouent sans certains étrangers les premiers matchs. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Mais s'ils les ont fait, on sait que la mode en Suisse, à Vevey, c'était les spécialistes pendant des années, c'est faire venir les gars les plus tard possible, pour éviter des mois de salaire, et choses comme ça. Là, en plus, tu mets la quarantaine sur l'addition, ça fait des joueurs qui risquent de louper, comme tu dis, certains matchs de championnat. On sait que ça sera le cas déjà du BBC Montais probablement, parce que les Américains certains sont toujours pas là. Donc voilà, à voir avec Bâle s'ils ont pris les devants. Après, je pense que financièrement, Bâle, ils peuvent avoir fait venir les joueurs en avance, à mon avis. À voir. Bon là, Lugano n'a pas Jules Haut, ce qui est quand même un gros trou.
Mais par contre, la chose que je sens plus, c'est le fait qu'ils aient quand même Steinman et puis Louis Saint, qui sont quand même des joueurs qui connaissent le championnat. Donc à partir de là, je mettrais quand même Lugano. Ouais, et puis même un Bracelli, même un Stepanovic, c'est quand même comparé à ce qu'a Bâle. Bon, ils ont quand même quelques joueurs Bâle qui ont quand même des joueurs suisses qui ont un petit peu joué quand même. Oui, Vranic, etc. C'est des bons joueurs. Enfin bon, avantage Lugano. Avantage Lugano. Parce que c'est Lugano en partie. Oui. Le second match qui se déroulera le dimanche 11 du 10, c'est Fribourg Olympique Massagno. Bon, ce que Fribourg a présenté. Ouais, bah alors, le gros avantage que Fribourg a, c'est que Fribourg, ça fait 2 semaines qu'ils sont déjà dans le vif du sujet. Donc, eux, au niveau du rythme de la compétition, je pense qu'ils y sont. Massagno, c'est aussi le point d'interrogation en fonction de leur préparation. Parce que là aussi, on n'a pas vu grand chose sur le fait que s'ils ont joué ou pas. On sait que peut-être qu'ils ont fait des matchs à porte fermée, on appelle ça comme ça, pour éviter qu'il y ait des bruits comme quoi il y a des matchs amicaux qui se font. Ça se fait. Match de préparation. Match de préparation. J'ai toujours dit match amicaux, donc je continue à dire match amicaux. Mais voilà, clairement, avantage Fribourg sur ce qu'on a vu la semaine passée, c'est une équipe prête physiquement, qui va mettre de l'intensité dès le départ, qui va essayer de les prendre à la gorge. Surtout aussi sur le fait que les interrogations qu'on a sur Massagno actuellement, sur justement cette équipe qui, à mon avis, ne va pas aimer qu'on les bouscule trop. Là, il y a des clients, s'ils se font bousculer comme ils ont bousculé Genève samedi passé, ça va leur faire ils vont avoir mal aux côtes, là, je pense, certains. Donc, non, ce que je veux dire, c'est quoi là? Moi, je pense, comme j'ai dit, Massagno, j'ai des doutes. Et puis, tu avais dit qu'il y avait trop de coques dans la basse-cour. Alors, il y a trop de coques dans la même basse-cour. Après, ça peut fonctionner, mais là, clairement, contre Fribourg, à Fribourg, on parle même pas de match au Tessin, on parle à Fribourg. Donc, à mon avis, c'est du 95-5, à mon avis, pour Fribourg. Julien, depuis la cave? Alors, je dirais pas jusque là, mais je pense effectivement que... T'arrives pas à te mouiller, toi, on te connaît. Massagno a quelques caractéristiques qui ressemblent un petit peu à celles de Genève. Mais il manque, je pense, effectivement un peu ceux ou ces joueurs qui peuvent peut-être aller la tête la première. Donc Fribourg a quand même un gros avantage en plus. Fribourg a déjà joué. Puis Massagno, c'est vrai qu'on n'en sait finalement absolument rien. Après, Massagno reste une équipe avec des joueurs qui savent jouer, avec des joueurs il y en a plusieurs qui peuvent te mettre 4, 5 ou 6 tirs à 3 points sur un match. Donc c'est une équipe qui peut créer des surprises contre n'importe qui, ils peuvent battre n'importe qui. Après, c'est clair que le match à Fribourg est déjà en jambes. Fribourg a le gros avantage et devrait gagner normalement. Bon, on va pas demander à M. Bertrand son avis, mais il a envie. Joker. Merci Eric. Il y a un troisième match pour cette première journée qui va aussi se dérouler le dimanche. C'est du côté du Chaudron de Boncourt où le BC Boncourt accueillera Union Neuchâtel Basket. Un match un peu déséquilibré selon vous ou pas forcément? Moi, chaque fois, et cette saison ça sera toujours comme ça, chaque fois que tu dois aller jouer à Boncourt, pour moi c'est des matchs dangereux. Je le répète, Boncourt, moi, en tant que joueur, c'était une salle que je détestais jouer. Ah non, c'était bien. Non, je détestais. Mais toi, tu sifflais. En tant que joueur. En plus, ce qui était bien, c'est que là-bas, on vous entendait pas siffler tellement qu'il y avait du bruit. Donc, ça avait un avantage des fois. T'étais content, hein? Non, mais ce que je veux dire, c'est que Boncourt à Boncourt, ça reste toujours dangereux. Et puis là, ça reste un premier match de championnat. Donc, on a vu sur leur match d'entraînement, il n'y a eu qu'un point d'écart. Donc, pour l'instant, c'est cohérent aussi niveau Boncourt. Pour moi, c'est deux équipes qui ont eu... alors, Neuchâtel, ça a été un petit peu perturbé avec la perte de Williams. Maintenant, il y a Humphrey qui est venu. Mais c'est quand même deux équipes qui ont une préparation qui a été très correcte. Boncourt a peu d'étrangers. À Miloš Jankovic, Nemanja Karasan et Devin Cooper. Mais c'est Devin Cooper qui est américain. Il est là depuis 1 mois et demi. Donc ça veut dire qu'ils ont eu le temps de s'entraîner ensemble, ils ont fait tous les matchs amicaux ensemble, donc Boncourt arrive
quand même préparé. C'est pas monté, c'est pas voilà, ils ont pas qu'une semaine dans les pattes d'entraînement. Ce qui me surprend, moi, c'est ce match amical qu'ils ont fait. C'est drôle, non? Pour avoir. Je sais pas, je pose la question. Pour avoir côtoyé Vladimir Rudicic pendant une année, lui, il en avait rien à cirer s'il devait jouer 3 jours après contre une équipe. D'accord. Franchement, je crois que tu arrives au stade où tu regardes l'équipe qui est prête à se déplacer à Boncourt et puis voilà. Ouais, tu dis oui. Parce qu'il faut vouloir aller jouer un match amical à Boncourt. Voilà. Mais maintenant, ils ont ouvert une route, non? Ouais, voilà. Ils ont passé par le Newfoundland. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ils s'en fichent un petit peu. De toute façon, les petites choses à cacher, elles sont pas tout à fait montrées la même chose. Généralement, tu axes le match sur certaines choses que tu as envie de travailler, mais le gros contenu, il n'est pas présenté dans ces matchs amicaux. Donc voilà. Mais ça va être un match, à mon avis, ça risque d'être le plus beau match du week-end, à mon avis. Ouais. D'accord, mais on pose quoi? Que ce sera peut-être pas si évident que ça. Alors Neuchâtel a bien sûr l'avantage de l'effectif par rapport à Boncourt, mais c'est vrai que Boncourt se retrouve avec 2 joueurs de grande taille qui peuvent bloquer l'accès à la raquette, et dans leur salle qui est très petite, ce sera peut-être pas évident pour Neuchâtel de développer leur jeu en vitesse. Mais après voilà, Neuchâtel a quand même l'avantage de l'effectif. Puis la question qu'il y aura tous les week-ends avec Neuchâtel, du moment où ils courent, c'est qui pourra les arrêter. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes. Justement, avant, on parlait un peu des manques athlétiques qu'il y avait potentiellement à Genève et voire potentiellement à Massano. Neuchâtel, c'est totalement l'opposé. Ça va courir. Donc à voir, mais moi, j'ai comme Neuchâtel, parce que Neuchâtel a quand même une meilleure équipe que Boncourt. Et Boncourt, c'est un peu comme on relevait l'autre jour, quoi. Il n'y a qu'un seul joueur qui va créer, et en même temps avec les joueurs de Neuchâtel, personnellement, je défendrais de très près le petit meneur ricain en le collant beaucoup pour essayer de le fatiguer, parce que je ne sais pas qui va créer derrière. Ouais, c'est pour ça que moi je pense que Boncourt va tenir la route à un certain moment, mais au bout d'un moment je pense que ça va craquer au niveau physique, au niveau des rotations, parce que c'est vrai que Neuchâtel, ils vont pouvoir faire une rotation à 10 facilement sans que le niveau baisse trop. Et Boncourt, on n'y est pas encore, même si à Boncourt il y a quand même des bons joueurs de complément. Il y aura quand même une différence de niveau entre le 5 de base et le second unit en guillemets. Donc là à mon avis, je pense sur le fil du match, je pense qu'ils vont commencer avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'envie Boncourt comme c'est habituel. Boncourt va beaucoup dépendre aussi de leur adresse, c'est ça qui va faire en sorte qu'ils soient plus ou moins dans le match ou pas. Mais au vu de la densité physique que Neuchâtel peut mettre sur le match, ça peut vite tourner pour les Neuchâtelois, je pense. Et quand on regarde comment a coaché puis monté ses équipes Rudicic ces dernières années, c'était souvent, niveau coaching, ça a souvent été assez léger au final. C'est qu'on donnait la balle à un joueur qui était très performant, qui surnageait presque un petit peu dans le championnat, et puis aujourd'hui il n'a plus forcément ce style de joueur. Donc ça va être intéressant de il me voir. semble qu'il y avait quand même certains petits manques des fois de coaching qui étaient camouflés par le fait d'avoir ce joueur. Cette année il n'y a plus ce joueur, donc on verra comment il s'en sortira. Ouais. On sait que Boncourt, parce que pour avoir discuté avec Vladimir aussi, parce que on se demande si ils vont prendre peut-être ce 4e spot étranger, etc. Puis en fait il y a des lois. Il y a des lois dans le Jura où ils peuvent pas avoir ton permis de travail. Et puis en fait ils sont handicapés là-dessus, parce que tous les cantons n'ont pas les mêmes même contingent, déjà des lois de permis. Et puis en fait il y a une loi qui est très stricte chez eux au niveau des permis de travail, et puis ils ont des... Donc il faut virer 2 planteurs de tabac polonais pour qu'ils puissent faire... Le problème c'est qu'en fait c'est même pas forcément un choix ou une envie d'avoir 3 étrangers, c'est une obligation à ce niveau-là. Ça se fait d'année en année. Ce qui veut dire que potentiellement en janvier il pourrait peut-être engager ce joueur qui manque.
À voir. Donc sur ce match-là, avantage Neuchâtel. Oui, clairement. Neuchâtel, ça sera presque avantage Neuchâtel quasiment toutes les semaines. De mon côté. Parce que clairement, moi j'en fais mon favori. Mon préféré et mon favori. Bon, on ne demande pas M. Bertrand. Voilà. Il se mouille pas. Ouais. Jamais. Bon, ces messieurs, on a un petit peu fait le tour de ce qu'on voulait dire. La cave, avait quelque chose à rajouter? Très bien, non, ça va. Tout se passe? Ça s'est bien passé chez toi. Ça va. Tu peux tirer l'eau, c'est tout bon. En tout cas, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Et on espère vous avoir donné également eu du plaisir à la maison. Qu'est-ce qu'on se dit à la semaine prochaine? J'espère. Si on n'a pas été saqués avant. En tout cas, passez toutes et tous une excellente fin de semaine. Enfin, en tout cas, ouais, on n'est même pas au milieu. Ouais. 3 jours à tirer encore. Excellente semaine. Excellente semaine. Voilà, comme dit M. Bertrand, excellente semaine. Un grand merci à vous trois. Merci à toi. Merci à toi. Et à tout bientôt. À bientôt. À bientôt.